Média. Média. Podcast. Média. Podcast. La croissance économique en Afrique a connu une évolution notable au cours des dernières décennies, portée par divers facteurs tels que l'augmentation des investissements étrangers, le développement des infrastructures et la croissance démographique rapide. Plusieurs pays africains, en particulier ceux de l'Afrique subsaharienne, affichent des taux de croissance élevés grâce à l'urbanisation, aux innovations technologiques et à la diversification progressive de leur économie, qui commence bien évidemment à s'éloigner de la dépendance aux matières premières. Aujourd'hui, dans votre émission Destination Afrique, mesdames et messieurs, nous allons explorer les contours de ce rapport de force économique avec notre guide du jour, Modibo Mao Mankalou, économiste et ancien conseiller à la présidence de la République malienne. Bienvenue et merci de nous servir de guide aujourd'hui. Merci à vous. Alors, monsieur Mankalou, sans plus tarder, quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux secteurs économiques qui contribuent à la croissance économique, bien évidemment, en Afrique, notamment dans cette année 2024 et les années à venir? Merci beaucoup pour votre question, monsieur Tounkara. Vous savez, l'Afrique est quand même une zone où la croissance économique est quand même assez exceptionnelle. Même si elle n'est pas suffisante, parce que, vous savez, la croissance économique est la plus élevée dans la région africaine, à l'exception de l'Asie du Sud-Est. Mais malheureusement, ce taux de croissance est nécessaire, mais pas suffisant, parce que, évidemment, il faut tenir compte de la démographie, mais aussi de l'inflation, la hausse généralisée des prix. Et malheureusement, cela n'a pas eu l'effet induit pour quand même améliorer les conditions de vie des populations et faire baisser la pauvreté. Donc la croissance africaine a été essentiellement tirée par la consommation privée, mais aussi l'investissement privé. Et comme vous le savez, évidemment, avec le resserrement de la politique monétaire et fiscale, les États ont quand même peu de marge bénéficiaire avec la hausse du service de la dette suite à la hausse des taux directeurs pour lutter contre l'inflation, mais aussi la hausse du service de la dette qui limite un peu la marge de manœuvre en termes de dépenses prioritaires au niveau du budget d'État. Et dans cette même dynamique aujourd'hui, comment donc la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, appelée ZLECAf, impacte-t-elle les échanges, bien évidemment, commerciaux intra-africains? C'est un objectif noble. Vous savez, l'Afrique se fera avec un marché intérieur et vous savez que cette zone de libre-échange continentale africaine est opérationnelle depuis le 1er janvier 2021 et c'est la plus grande zone de libre-échange continentale au monde. Mais évidemment, l'objectif est quand même assez ambitieux, c'est de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires de 90% pendant les 5 premières années de la mise en œuvre et de 97% pendant les 10 années de mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale. L'intégration économique va permettre de créer un marché intérieur. Vous savez que la population africaine a atteint le seuil critique de 1,5 milliard de personnes. Donc, nous sommes aussi nombreux que les Chinois et les Indiens. Donc, évidemment, cela va permettre de créer ce fort marché intérieur. Et vous savez que nous avons aussi la population la plus jeune de tous les continents, l'âge médian étant de 19 ans, et alors que cet âge médian est de 40 ans en Europe. Ça veut dire que nous allons avoir une jeunesse qui va être là, qui va servir de consommateur. La classe moyenne africaine va constituer la zone de croissance du monde dans les années à venir, si nous arrivons à tirer profit de nos potentialités, évidemment. Et dans cette optique de tirer donc le potentiel de nos ressources plutôt, entre autres, dans quelle mesure, bien évidemment, la transition énergétique notamment et les investissements dans les énergies renouvelables stimulent-ils le développement économique en Afrique? Ce que vous venez de dire est essentiel. Par exemple, l'accès à l'énergie, vous avez environ 40% des Africains, plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et cela est essentiel. L'énergie, quand même, il y a une corrélation directe, étroite et positive entre l'accès à l'énergie et la croissance économique. Donc, il va falloir quand même faire en sorte que le maximum d'Africains puissent avoir accès à l'énergie, car actuellement, vous avez à peine 10 pays sur les 54 pays africains qui ont
un taux d'accès à l'énergie de plus de 90%, mais vous avez encore une dizaine de pays qui ont un taux d'accès inférieur à 25%. Cela est inadmissible. Il va falloir que l'Afrique fasse cette transition énergétique, que le maximum d'Africains puissent bénéficier. Et cela a un impact aussi sur l'environnement parce que le bois de chauffe est largement utilisé. Et l'Afrique est aussi le continent le plus chaud de tous les continents. Donc, les températures étant élevées, évidemment, cela fait que nous avons besoin davantage d'énergie pour promouvoir nos économies et créer aussi cette transition énergétique à partir des énergies renouvelables. Vous savez, nous avons beaucoup de potentialités, non seulement en hydroélectricité. Vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, qui à elle seule peut électrifier toute l'Afrique. Mais aussi, vous prenez les pays du Sahel, qui sont parmi les plus ensoleillés au monde, mais qui ne bénéficient pas assez de l'énergie solaire. Et évidemment, je pense qu'il faut une nouvelle stratégie pour la politique énergétique, parce que c'est essentiel pour le développement économique et durable. Et aussi, comme vous le disiez aussi, c'est que cette transition énergétique que le monde compte entamer, évidemment, ne pourra pas se faire sans l'Afrique, parce que nous avons quand même 30 à 40% de l'ensemble des minéraux critiques nécessaires pour la transition énergétique. Mais maintenant, tout dépend de quelle stratégie les Africains vont mettre en place pour pouvoir bénéficier de toutes ces potentialités. Vous l'avez dit, hein, donc dans vos propos aujourd'hui aussi, les projets d'infrastructure, entre autres. Donc, comment d'ailleurs les pays africains financent-ils leurs grands projets d'infrastructure tout en maîtrisant leurs dettes publiques? Oui, c'est un problème crucial, le financement des infrastructures. Vous savez, les infrastructures de base sont le socle du développement. Et les communications, les routes, l'énergie, tout cela, c'est capital pour le développement de nos pays. Effectivement, mais cela a un coût. Et vous savez, la Banque africaine de développement estime qu'il faut au moins 200 000, il y a un déficit annuel de 200 milliards de dollars au niveau du financement des infrastructures. Mais par rapport même à la mobilisation de ces ressources, il y a des difficultés parce que, vous savez, avec les Africains empruntent à un taux plus élevé que le reste du monde, même si les risques ne sont pas encore plus élevés en Afrique que dans les autres régions du monde. Donc c'est quand même un lourd tribut que nous devons payer. Et nous devrions aussi, parce que faire en sorte que nous puissions mobiliser des ressources longues pour financer les investissements. On ne peut pas financer les investissements avec des ressources courtes, à des taux élevés et avec des durées courtes. Donc, il va falloir quand même mobiliser les fonds de pension, les ressources longues, mais aussi les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement pour que nous puissions travailler ensemble pour financer les infrastructures en Afrique. Parce qu'il faut les infrastructures de base, il faut les infrastructures socio-économiques, parce que, évidemment, le capital humain est important. Il faut une population jeune, qualifiée, compétente et en bonne santé aussi. Et tout cela a un coût, évidemment, que les États ne peuvent pas porter tout seuls. Donc, il faut y associer le secteur privé. Il faut améliorer le climat des affaires pour que les investisseurs puissent participer. Les investisseurs nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, évidemment. Et ça également, comme vous l'avez dit, nationaux et également internationaux. Mais quel rôle jouent d'ailleurs les nouvelles technologies aussi? Parce que vous le savez plutôt, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, comme l'IA, entre autres. Donc, quel rôle plutôt jouent ces nouvelles technologies, entre autres, bien évidemment, que ce soit l'IA, les fintech, dans l'évolution économique du continent? Mais vous savez, l'Afrique est quand même le continent de l'innovation. Vous savez, les Africains sont très imaginatifs, mais il nous faut créer un environnement où peut éclore toute cette potentialité, cette jeunesse africaine que nous avons sous la main. Mais évidemment, ça ne peut pas aller sans l'énergie de base. Vous parlez des technologies numériques, nous avons entamé la 4e révolution industrielle, qui est la révolution numérique, mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas accès à de l'énergie. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la connexion. Et aujourd'hui, c'est ça la difficulté en Afrique. Et non seulement l'énergie n'est pas toujours accessible, mais ça coûte cher. La connexion, c'est la même chose. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde interconnecté. Vous savez, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous avez aussi cette économie numérique qui est en train de se développer. Et maintenant, sans compter aussi l'inclusion financière. Parce que vous avez vu que maintenant, de plus en plus d'Africains ont accès
à des moyens financiers à travers ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment à travers les téléphones portables. Donc tout cela, ce sont des innovations majeures qui ont été développées surtout en Afrique et sur lesquelles il faut bâtir davantage pour développer les moyens de paiement parce que évidemment, c'est le commerce et les investissements qui vont porter la croissance, mais il ne faut pas le faire sans les infrastructures de base et sans les technologies de l'information et de la communication et les infrastructures de base. Les infrastructures de base également, toujours dans ces dynamiques aujourd'hui de voir quelle est la stratégie économique à mettre en place au niveau de l'Afrique pour bien évidemment son développement sur tous les plans, notamment sur le plan économique. Aujourd'hui, il faut également savoir que les contours même de cette gouvernance plutôt africaine reposent sur quelques socles. Comment d'ailleurs les gouvernements africains favorisent-ils l'inclusion économique des jeunes et des femmes dans l'économie formelle? Mais ça, c'est crucial parce que vous savez, d'abord, nous avons une population essentiellement rurale en Afrique. Et évidemment, avec les villes aujourd'hui, la démographie est galopante. Et il faut que les infrastructures suivent pour accommoder toutes ces personnes qui quittent les zones rurales pour venir dans les zones urbaines. Et vous savez aussi que ce sont les zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Maintenant, la question, c'est comment protéger les couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Comme je l'ai dit, ce sont la majorité de la population africaine. Mais aussi, il faut créer des emplois parce que, vous savez, nos systèmes éducatifs doivent être reformés. Il va falloir quand même renforcer le capital humain en Afrique, c'est-à-dire l'accès à l'apprentissage, à la formation et à l'enseignement pour que les Africains puissent quand même participer à cette économie mondiale parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes encore à 3% des chaînes de valeur mondiales alors que nous représentons 18% de la population mondiale, ce n'est pas assez. Évidemment, l'intégration économique est une voie, mais il faut davantage une stratégie parce que, vous savez, avec ce marché intérieur, il va falloir aller vers une plus grande transformation structurelle. Et vous savez, l'économie africaine, ça fait 60 ans que nous avons eu nos indépendances, mais la structure de nos économies n'a pas beaucoup changé. Nous dépendons toujours beaucoup du secteur du développement rural, le secteur primaire, et nous avons beaucoup de vulnérabilité par rapport aux chocs exogènes parce que nous continuons à produire des matières premières que nous exportons non transformées. Et il va falloir aller vers une plus grande base manufacturière, l'industrialisation. Et évidemment, cela demande quand même des moyens, mais aussi demande une plus grande productivité, une plus grande compétitivité. Mais évidemment, il faut des politiques industrielles. Il faut une stratégie industrielle et des politiques industrielles au niveau africain. Et je pense que la zone de libre-échange continentale peut contribuer à cela, évidemment. Et la nouvelle carte politique également, M. Mankalo, qui est en train de se redessiner. On a vu bien évidemment le cas des États-Unis avec l'élection de Donald Trump qui revient au pouvoir. Il y a également la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui également des pays africains, notamment les pays subsahariens, mais aussi le Maroc, des pays qui s'imposent donc d'année en année dans l'échiquier politique pour également les avantages et les ressources dont ils disposent. Aujourd'hui, quels sont donc les impacts des partenariats économiques avec des puissances comme donc la Chine, les États-Unis et l'Union européenne sur les économies africaines? Oui, question très importante. Vous savez, l'Afrique est aujourd'hui quand même une terre d'opportunités parce que, vous savez, les 1,5 milliard de population, les vastes ressources naturelles, mais il va falloir quand même que nous soyons très attentifs parce que, évidemment, le commerce et les investissements demandent quand même beaucoup de réflexion, de stratégie viable. Donc, maintenant, vous avez parlé des facteurs géopolitiques et vous savez, aujourd'hui, le premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est la Chine, de très loin. Et maintenant, nous avons aussi des nouveaux partenaires, comme vous l'avez vu. Vous avez vu, l'Inde est maintenant le deuxième partenaire, le troisième partenaire après l'Union européenne. Mais vous avez aussi des partenaires aujourd'hui comme la Turquie, la Chine, mais aussi des pays comme la Russie. Et vous savez que bientôt, il va y avoir ce nouveau sommet à Sochi encore. Et évidemment, tout cela montre à quel point l'Afrique est quand même devenue un centre d'intérêt pour l'ensemble du monde entier. Et c'est aux Africains de tenir compte des avantages et des inconvénients qui peuvent aller avec l'exploitation
de leurs ressources, de dévisser des stratégies pour pouvoir travailler avec l'ensemble des pays du monde en fonction des intérêts purement des Africains. Et je pense que cela ne peut que se faire que dans l'unité, parce que évidemment, vous savez aussi que à travers l'Union africaine, nous avons des communautés économiques régionales géographiques. Évidemment, il va falloir que ces communautés économiques régionales géographiques travaillent à l'échelle internationale pour inscrire chaque communauté économique régionale dans les chaînes de valeur régionales et ensuite mondiales. C'est cela qui va permettre d'avoir une prospérité plus accrue pour les Africains. Voilà, parlons toujours de cette prospérité. Quelle définit bien évidemment les économies africaines rencontrent-elles face à l'inflation mondiale et aux fluctuations des prix des matières premières? Oui, vous avez entièrement raison. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, comme vous le savez, suite à la pandémie sanitaire de la Covid et ensuite aux événements qui ont lieu entre la Russie et l'Ukraine, qu'il y a eu quand même une inflation mondiale qui a impacté pratiquement tous les pays et cela a amené le resserrement des politiques monétaires et fiscales. Évidemment, ça a donné moins de marge de manœuvre aux pays africains en termes d'espace budgétaire. Et aujourd'hui, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix des biens à la consommation. Évidemment, cette inflation a beaucoup impacté le coût de l'énergie parce que vous savez, quand le prix du baril de pétrole augmente, cela affecte pratiquement tous les biens et services de consommation. Et malheureusement, en Afrique, nous avons à peine 10 pays qui sont exportateurs nets de pétrole et il y en a environ 40 qui sont importateurs nets. Donc, ça veut dire que la facture pétrolière est quand même conséquente pour la plupart des pays, mais aussi le prix des denrées alimentaires. Et l'Afrique continue à importer un tiers des denrées alimentaires qu'elle consomme. Cela est inadmissible. Nous avons encore 60% des terres arables non cultivées au monde. Nous avons l'eau, nous avons la main-d'œuvre, mais nous comptons encore sur les importations de denrées alimentaires. Tenez-vous bien, les 25 pays africains ont importé 15 millions de tonnes de blé de Russie, qui est la deuxième céréale la plus consommée après le maïs, mais avant le riz. Donc, il va falloir aller vers plus de sécurité alimentaire. Et vous savez que tous les continents, d'abord, que ce soit la Chine en tant que pays et l'Inde en tant que pays et l'Union européenne, ont tous commencé par une politique agricole commune pour assurer la sécurité alimentaire. C'est essentiel pour les Africains que nous nous redonnions la main. À Maputo, en 2003, les Africains avaient décidé que chaque pays devrait accorder au moins 10% de son budget au secteur agricole, mais il y a à peine 20 pays sur les 54 qui le font. Et évidemment, donc, c'est une priorité parmi les priorités qu'il faut revoir urgemment. Et urgemment également, il y a d'autres priorités qui se dessinent, comme vous le venez de le dire, et très rapidement aussi. Comment les entreprises locales, d'ailleurs, se positionnent-elles pour attirer les investissements étrangers directs en 2024 et dans les années à venir? Parce qu'également, c'est important, ce secteur. Absolument, mais vous savez, les facteurs géopolitiques ont un impact sur l'investissement. La gouvernance, les facteurs, est-ce qu'il y a une stabilité politico-institutionnelle? Est-ce qu'il y a une stabilité macroéconomique? Vous savez, le secteur privé évalue les risques pour investir parce qu'on investit à moyen et long terme. Et évidemment, les facteurs risques au niveau des pays et des régions sont évalués en fonction des investissements que ce secteur privé national, sous-régional et puis international veut entreprendre. Donc, il va falloir quand même réduire ces facteurs de risque et créer un environnement des affaires propice pour le commerce et l'investissement. Cela veut dire qu'il faut assurer la paix et la sécurité, mais aussi créer un cadre réglementaire, juridique et judiciaire favorable aux investissements. Et évidemment, cela aussi doit s'accompagner de la lisibilité et de la visibilité des politiques publiques. Parce que, évidemment, quand dans des pays, les lois ou en tout cas les textes changent tout le temps et sans prévenir, évidemment, ça a un impact négatif sur les investissements. Et je pense qu'il faut se préparer à cela pour travailler avec le secteur privé. Comme je l'ai dit, la croissance africaine est essentiellement tirée par la consommation et l'investissement privé. Donc, et vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui tire les emplois, qui crée des emplois, pas le secteur public.
Et tout ça, bien évidemment, dans l'ordre aujourd'hui économique et de l'essor africain. Je rappelle que nous sommes donc avec M. Modibo Mao Makalou, qui est économiste et également ancien conseiller à la présidence malienne. Avant de revenir vers lui, écoutons cet élément pour évaluer aujourd'hui l'ampleur des avantages économiques et de l'essor aujourd'hui qui est la métamorphose au sein de l'économie africaine. La croissance économique en Afrique est teintée d'espoir, de défis et d'une résilience remarquable. Pendant des années, l'image économique de ce continent a été marquée par une dépendance aux matières premières, des cycles de crise et des instabilités politiques. Au cours des 2 dernières décennies, un changement important s'est amorcé avec des perspectives inédites pour une Afrique dynamique et diversifiée. Face aux défis globaux du changement climatique, des conflits et des migrations, le continent doit bâtir des économies résilientes qui passent par une gouvernance stable et des investissements dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, la croissance économique africaine est bien plus qu'une simple augmentation du PIB. La route est encore longue et semée d'embûches, mais l'Afrique semble bien décidée à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la croissance économique mondiale. Nous sommes donc de retour, toujours avec notre invité. Alors, Monsieur Makalou, dernière question, bien évidemment. Aujourd'hui, par rapport à la situation toujours économique, quelles initiatives sont mises en place pour renforcer la résilience des économies africaines face aux crises mondiales, qu'elles soient climatiques, sanitaires ou géopolitiques, très rapidement? Mais vous savez, je pense, comme je l'ai dit, qu'il faut renforcer l'intégration économique. C'est ce qui va permettre d'avoir une plus grande résilience parce que vous savez, avec la pandémie sanitaire, on s'est rendu compte que les marchés, malgré l'interconnexion des économies, à tout moment, le commerce international peut être interrompu. Mais si vous avez un marché intérieur, et d'ailleurs les études empiriques ont prouvé, que quand les pays commercent entre eux, c'est là que les revenus augmentent et qu'on crée plus d'emplois, surtout en Afrique. Et on a plus tendance, quand il y a le commerce en Afrique, entre pays africains, à créer de la valeur ajoutée. Et vous savez, le secteur manufacturier est un levier important pour la création d'emplois parce qu'un emploi créé dans le secteur manufacturier crée plus de 2 emplois dans d'autres secteurs. Donc, il va falloir que l'Afrique réoriente ses priorités économiques et aussi qu'on mette au travail l'ensemble des Africains. Mais cela ne peut pas se faire si nous ne réduisons pas les coûts des facteurs de production. C'est-à-dire que le capital physique, il faut le mettre à disposition. Il faut renforcer les compétences au niveau du capital humain. Et il faut aussi, le capital immatériel, aller vers l'innovation, la recherche, la technologie, la science. Et tout cela va permettre aux Africains de s'insérer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Tout à fait. Mais surtout, il faut surtout que les Africains puissent produire davantage, mais aussi diversifier leur production et surtout la transformer. C'est ça qui va réduire leur vulnérabilité au choc exogène. Réduire la vulnérabilité au choc exogène, mais également toujours dans cette dynamique de vendre la destination africaine en valeur également, mais aussi en richesse par rapport à tout ce que nous avons comme valeur économique, politique, culturelle, entre autres. Nous étions avec M. Modibo Mao Makalou, économiste et également ancien conseiller à la présidence de la République qui continue toujours à servir son pays, le Mali, mais également l'Afrique tout entière. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation, M. Makalou. Merci à vous. Merci également à vous, chers amis, de nous avoir suivis dans cette aventure toujours dans Destination Afrique. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au plaisir.